Bonsoir à tous. Vraiment, désolé pour le retard. Je devais commencer le live à 22h, je suis rentré tard. Donc voilà la fin qui est là. Je me dis que s'il faut que j'attende, c'est sûr que demain je n'aurai pas le temps de faire ce live là. C'est sûr que demain je n'aurai pas le temps. Donc je me suis dit que même si je commence maintenant, j'arrive à faire 2 exercices. Avant qu'il se fasse trop tard, on aura au moins avancé un peu. Donc si quelqu'un voit l'ensemble des définitions, il faut écrire ça en commentaire. Voilà le tableau de variation qui est là, on demande l'ensemble des définitions. Ok. On voit que la fonction est étudiée de moins infini à plus infini au niveau de 2 et 5. Il y a deux traits. Ça veut dire que ces deux nombres-là n'appartiennent pas à l'ensemble de définition. Du coup, ça fait tous les nombres réels privés sauf 2 et 5. Voilà. Maintenant, si on doit traduire en intervalle, ça fait l'intervalle de moins infini à 2 ouvert union 2 à 5 ouvert union 5 à plus infini. Voilà, ça c'est l'ensemble de définitions. Voilà, parce que ici il y a deux traits, ici il y a deux traits. Maintenant la question suivante, on dit de préciser les asymptotes éventuels à C et puis de justifier les réponses. Donc question G, précisons les asymptotes. Voilà, nous allons rechercher les asymptotes. Pour trouver les asymptotes, nous allons essayer d'étudier, de recueillir les limites. Déjà, la limite de f de x lorsque x tend vers moins infini a donné moins 10. Donc je peux écrire limite de f de x lorsque x tend vers moins infini égale à moins 10. Donc du coup, on va dire la droite d'équation y égale à combien? La droite d'équation y égale à moins 10 est asymptote horizontale à CDF en moins infini. La droite d'équation y égale à moins 10 est asymptote horizontale. C'est le premier point. Maintenant, la limite en plus infini donne 1. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers plus infini égale à 1. Donc, la droite d'équation y égale à 1 est asymptote horizontale aussi. Y égale à 1 est asymptote horizontale à la courbe C en plus infini. Voilà, ça c'est le deuxième point. Nous allons aussi voir la limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure donne moins infini et 2 par valeur supérieure donne moins infini. Donc on peut dire la limite de f de x lorsque x tend vers 2 égale à moins infini simplement. Donc limite de f de x lorsque x tend vers 2 égale à moins infini. Je n'ai pas distingué par valeur inférieure de par valeur supérieure parce que la limite à gauche et à droite donne le même résultat. Donc on peut simplement dire que la limite de f de x lorsque x tend vers 2 est égale à moins infini. De ce fait, la droite d'équation x égale à 2 est une asymptote verticale. Voilà.
De même, la limite de f de x lorsque x tend vers 5 est égale à 9. Là, il n'y a pas d'asymptote. Ce résultat-là, ça ne s'interprète pas, mais on peut dire que, et vu que 5 n'appartient pas à l'ensemble des définitions, mais que la limite en 5 existe et est finie, c'est que la fonction est prolongeable par continuité en 5. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé juste les asymptotes et puis on a demandé de justifier. La justification, c'est les limites que je mets. Donc, je mets la limite et puis je déduis. Donc, c'est justification. Je justifie en même temps et je donne le résultat. Donc, je n'ai pas besoin de faire une autre justification puisque c'est de la limite que découle l'interprétation. Sinon, l'extraction de l'asymptote. Maintenant, question 3. Ils disent f est-elle prolongeable par continuité en 2? Ça, c'est une question qu'ils ont posée. Ils demandent si f est prolongeable par continuité en 2. Ils demandent si f est prolongeable par continuité en 2. On constate très bien que la limite de f de x lorsque x tend vers 2 donne infini. Donc f n'est pas prolongeable par continuité en 2. Donc je vais écrire limite de f de x lorsque x tend vers 2 est égal à moins l'infini. Alors f n'est pas prolongeable par continuité en 2. Vu que 2 n'appartient pas à l'ensemble des définitions et la limite en 2 est infinie. Si la limite en 2 était finie, là on dira que c'est prolongeable par continuité. Mais dans ce cas, si ce n'est pas prolongeable par continuité, la limite existe à condition que la limite à gauche et la limite à droite donnent le même résultat qui est un nombre réel et constant. Je prends un exemple par exemple. Si nous avions par exemple limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure à donner 6 et limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure donne 5 par exemple. Ici là on ne peut pas, on va dire simplement que f n'admet pas de limite en 2 puisque la limite en gauche est différente de la limite à droite. Donc du coup ce n'est pas prolongeable par continuité. Pour que ce soit prolongeable par continuité, il faudrait que la limite existe et que cette limite donne un nombre, la limite existe et soit finie. C'est ce que ça veut dire. Et le nombre au niveau duquel on calcule la limite n'appartient pas à l'ensemble des définitions. Là, on dira que c'est prolongeable par continuité. Dans le cas ici, ce n'est pas prolongeable par continuité parce que ça donne infini. Maintenant, je passe à chose comme on appelle au point suivant. On a demandé encore si c'est prolongeable par continuité en 5. Donc, je mets limite de f de x lorsque x tend vers 5 est égal à 9. Alors, f est prolongeable par continuité en 5 ou bien ce n'est pas prolongeable par continuité en 5 au vu des résultats. Je rappelle que 5 n'appartient pas à l'ensemble des définitions. 5 n'appartient pas à l'ensemble des définitions. Alors, dans les commentaires, f est prolongeable par continuité en 5 ou pas? Brian dit oui que c'est prolongeable. Sinon, il y a Adama qui dit non, que ce n'est pas prolongeable. Ok, on est d'accord que c'est Brian qui a raison. Hein? La fonction, comme on appelle, 5 n'est pas contenu dans l'ensemble des définitions, puisque l'ensemble des définitions, on a dit R privé de 5. Mais la limite en 5 existe et est finie. Donc la fonction est prolongeable par continuité en 5. Je mets f est donc prolongeable par continuité en 5. F est donc prolongeable par continuité en 5. Maintenant, la question suivante, on dit si oui de préciser ce prolongement. Donc, je vais dire soit G ce prolongement. Soit G pour ce prolongement. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons G de x égale à f de x. On est d'accord? Si
X appartient à l'intervalle, l'ensemble de définitions, c'est-à-dire R privé de 2 et 5. R privé de 2 et 5. Et puis G de 5 égale au résultat de la limite qui est 9. Et c'est tout. Donc voilà l'expression du prolongement, c'est-à-dire que G prend l'expression de F lorsque X appartient à l'ensemble de définitions de F. Et G du réel et au niveau duquel F est prolongeable, l'image par G de ce réel donne le résultat de la limite. C'est ça qui est là. G de 5 égale à 9. Et si on cherche l'ensemble de définitions de G, ça sera R privé de 2 et 5 union 5. C'est-à-dire qu'on a recraché 5 et on a ravalé encore. Ça veut dire qu'on l'a chassé et puis on l'a rappelé. Donc au final, ça va donner R privé de 2. Puisque ici c'est R privé de 5, mais l'image de 5 existe. Donc du coup, ce n'est plus privé de 5, c'est R privé de 2 uniquement pour l'ensemble des définitions de G. Maintenant, on me demande quoi d'autre? Je passe à la question suivante. On dit déterminer les images par F des intervalles. Donc je mets 4 images des intervalles. Ils ont demandé l'image de l'intervalle moins 3, moins infini à moins 3. Donc je vais dire F de moins infini à moins 3, c'est fermé égal. Moins infini à moins 3, l'image de moins infini à moins 3, ça fait quel intervalle? Quelqu'un voit le résultat ou pas? Ça se lit, hein? Quelqu'un voit l'image de l'intervalle moins infini à moins 3? Quelqu'un voit l'image de l'intervalle moins infini à moins 3? Quelle est l'image de l'intervalle moins infini à moins 3? Si vous avez la réponse, mettez ça. Si vous avez la réponse, allez-y. Quelle est l'image de l'intervalle moins infini à moins 3? Je signale que c'est fermé à moins 3. Il suffit de lire simplement dans le tableau de variation. Moins 10 à moins 3. Oui, Brian, c'est ça. Merci. Donc, c'est égal à l'intervalle ouvert de moins 10 à moins 3 fermé. Ouvert à moins 10 parce que ouvert à moins infini et la limite à moins infini donne moins 10 et fermé à moins 3 parce que et c'est moins 2. Voilà, c'est moins 2. À moins 2 parce que, et comme on appelle l'image de moins 3, c'est moins 2. Voilà, et c'est fini. Après ça, on a demandé de chercher F de l'intervalle ouvert de 5 à plus infini. Ouvert, c'est égal. On va chercher 5 à plus infini. Voilà 5, voilà plus infini. L'image de 5 à plus infini. L'image de 5 à plus infini, ça fait quel intervalle? Sachant que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle. L'image de 5 à plus infini. Oui, c'est ça. 5, 1. Comment 5, 1? 9, 1. Voilà. Celui qui dit 9, 1 a tort. Celui qui dit 1 à 9 a raison. Voilà, c'est 1 à 9 et non 9 à 1. Puisque la fonction est décroissante, on commence par devant, on termine par derrière. Comme ça. La fonction est décroissante, donc il faut donner l'image, la limite de la borne supérieure avant la limite de la borne inférieure. Donc c'est plutôt 1 à 9. Voilà. Donc du coup, j'ai l'intervalle, vu que c'est ouvert en infini, et puis à 9 ouvert. Voilà, j'ai fini avec ça. J'ai fini avec ça. Après, la question suivante, qu'est-ce qu'ils ont demandé d'autre? Ils ont dit démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 2 à 5. Donc allons-y. Je mets une question 5. Démontrons que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution. Alpha dans l'intervalle 2 à 5. Donc allons-y.
sur l'intervalle 2 à 5. C'est uniquement dans l'intervalle 2 à 5. Donc pour tout x appartient à l'intervalle 2 à 5, f est continu strictement croissant. Et f de l'intervalle 2 à 5, c'est l'intervalle moins infini à 9. Or, 0 appartient à l'intervalle moins infini à 9. Par conséquent, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 2 à 5. C'est tout. Donc allons-y, on va dire quoi? Je suis ici. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 2 à 5, f est continu et strictement croissant. Strictement croissante. Et f de l'intervalle ouvert de 2 à 5 égale l'intervalle ouvert de moins infini à 9. Or, 0 appartient à l'intervalle ouvert de moins infini à 9. Donc, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans 2 à 5. Et c'est tout. Parce que l'image et l'intervalle, puisque la fonction est monotone, l'antécédent de 0 est unique. Donc, si 0 appartient à l'intervalle, son antécédent est unique. Par conséquent, l'équation admet une unique solution. Bien, après ça, on a dit démontrer que, question 6, démontrons que je comprends pas. La personne qui dit je comprends pas là, tu viens d'arriver là. Tu viens d'arriver là, ça serait compliqué. Oui, c'est quoi tu n'as pas compris? Attendons, faisons 2 minutes de pause pour les questions. 2 minutes de pause pour les questions. Je vous écoute pour les questions. Pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas compris là, je vous écoute. On n'a qu'à faire chap, il est déjà 0,46. Ceux qui prétendent n'avoir pas compris là, vous êtes invités. Si tu viens d'arriver, non. Ça veut dire que tu n'as pas suivi depuis le début encore. Le preuve a été publié depuis. C'est pas maintenant. Olivier, on a déjà publié le preuve. C'est le dernier sujet. À quel moment c'est fermé sur ouvert? C'est fermé si c'est fermé si le nombre en question appartient à l'intervalle. Bon, écoutez, montez, on va appeler une personne. Une personne n'a qu'à monter pour poser la question directement et puis on va expliquer comme ça à travers elle, les autres vont comprendre. Oui, quoi si. Olivier. On va voir. Sinon, on risque de perdre le temps ici, on va rien faire. Ok.
Oui, allô, Allô? c'est quoi votre question? Oui, Oui. c'est quelle partie que vous n'avez pas compris? Bon, c'est le début. Vous avez écrit exercice 4. Et là, bon, je ne sais Mhm. pas c'est quelles questions ils ont posées avant que vous ne traciez le tableau. Non, il n'y a pas de question. Le tableau a été donné et c'est à travers le tableau qu'on nous pose des questions. Ah, d'accord, d'accord. Dans On a cette donné le partie-là, tableau de moi, je n'avais pas variation. bien saisi. Ok, on Ah, a donné le tableau de ça, variation. j'ai suivi le. Ok, Ouais, j'ai ok. suivi le reste. Hmm. Ok. Donc, c'est ça, je voulais comprendre. Il n'y a pas de souci. C'est juste le tableau qui a été donné et puis c'est à travers le tableau qu'on va répondre aux questions. Ah, d'accord. Ok, merci pour la compréhension. De rien. Ok, maintenant, Hmm. quelqu'un qui n'a pas compris l'intervalle, je vous écoute. Oui, Olivier, vous disiez. Ouais, moi, je demandais à savoir si, par exemple, on dit de déterminer et de démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha là, dans Mhm. l'intervalle 2 à 5. Par exemple, si on vérifie que, ici, là, par exemple, et on voit que de moins l'infini à 9, la fonction est strictement croissante et 0 appartient à l'intervalle moins l'infini à 9. Attends. Donc, et f de x admet une unique solution. Si par exemple 0 n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini à 9 là, est-ce qu'on va conclure que f de x admet une unique solution? On va dire f de x égale à 0 n'admet pas de solution. Si 0 n'appartient pas à l'intervalle là, non. Oui, oui, l'intervalle image là, si 0 n'appartient pas à l'intervalle image, c'est que Oui. l'équation f de x égale à 0 n'admet pas de solution. Ok, cela veut dire que 0 doit forcément appartenir à l'intervalle moins l'infini à 9. Très bien. Prends par exemple ça. Prenons par exemple l'équation f de x égale à 12. Tu me suis, non? Oui, Sur l'intervalle 5a plus infini, je veux résoudre l'équation f de x égale à 12. Tu me suis? oui. Quelle est l'image de l'intervalle 5a plus infini? De 5 à plus infini, l'image ça fait L'image. intervalle ouvert à 1 à 9 ouvert. Très bien. Maintenant, est-ce que 12 appartient à cet intervalle? Non, Donc, l'équation f de x égale à 12 n'admet pas de solution sur l'intervalle 5a plus infini. T'as capté? oui, Maintenant, ok. prenons le... Tu vois, non? Oui, je vois, je vois. Maintenant, je prends f de x égale à 0 sur l'intervalle 2 à 5. L'image de l'intervalle 2 à 5, c'est quel intervalle? C'est moins infini à 9, non? Moi, oui. Ça contient 0, non? Oui, ça contient 0. Donc, l'équation admet une unique solution dans l'intervalle 2 à 5. Et c'est tout. Ok, c'est clair. Merci, monsieur. De rien. Mais avant de parler d'unique, là, il faut dire que c'est monotone. Hein. Et si ce n'est pas monotone, la solution ne serait pas unique. Si tu n'as pas précisé que c'est monotone, tu devras dire elle admet au moins une solution. Mais quand tu dis c'est monotone, strictement croissante, là, tu as le droit de dire unique solution. Ok, ok. Ok, celui qui voulait savoir par rapport aux intervalles là, on a besoin d'une personne encore. Pour une autre question par rapport aux intervalles pour continuer. Question par rapport aux intervalles, image des intervalles. Ah, là, ce n'est rien. L'image par rapport aux intervalles, là. Si on donne un intervalle, son image, là, c'est pas antécédent. Et si on, par exemple, ce qui s'ennuie, là, et la fonction, là, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, quoi. C'est En pas ça fait, qu'on a. si quelqu'un, ici se trouve quelqu'un qui n'a pas compris, on va faire monter la personne va poser sa question et puis à travers la réponse, la question qu'elle va poser, on va trouver des réponses adaptées. Ok. C'est pour ça que je demande à la personne qui demandait qu'elle ne comprend pas l'intervalle là, que la personne monte pour poser sa question. Ah, il est là-bas. Ok, si la personne ne monte pas, on va supposer que... Et puis on va avancer. Ok. Ok, donc on va continuer. À quel moment on a su? Mais lorsque le point n'appartient pas à l'ensemble de définitions, non? Oui. Hein, l'enfant du pays. Ok, on continue. On veut démontrer que
comment on appelle? On veut démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 2, ouvert union 2 à alpha, f de x est inférieur à 0. Et pour tout x appartenant à l'intervalle alpha à 5, ouvert union 5 à plus infini, f de x supérieur à 0. Alors, le but, c'est d'étudier le signe de f de x sur toute cette affaire-là. Donc, on peut procéder, comme on appelle, intervalle par intervalle. Déjà, allons de moins l'infini jusqu'à 2. On remarque que de moins l'infini jusqu'à 2, f de x admet pour maximum moins 2. Donc, ça veut dire de moins l'infini jusqu'à 2, la plus grande valeur possible de f, c'est moins 2. Et vu que sa plus grande valeur possible, c'est moins 2, c'est qu'elle est négative sur l'intervalle. Parce que toutes les valeurs possibles seront en dessous de moins 2. Et moins 2 étant négatif, f de x est négatif. Donc, je vais dire, pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2, ouvert, f de x admet pour maximum moins 2. On a f de x inférieur ou égal à moins 2 qui est strictement inférieur à 0, ce qui implique que f de x est strictement inférieur à 0. Donc, je viens de gérer pour le premier intervalle là déjà. Je vais partir maintenant à un autre intervalle. De là à là, c'est géré. Je vais utiliser ça là. Ça là, je vais m'en occuper en dernière position parce que c'est ça qui est un peu long. Je viens ici, ici aussi. F de l'intervalle ouvert de 5 à plus infini, c'est l'intervalle ouvert de 1 à 9. Cela veut dire quoi? Pour tout x appartenant à l'intervalle 5 à plus infini, on est d'accord, f de x appartient à l'intervalle ouvert de 1 à 9. Si c'est f de x appartient à l'intervalle ne contient que des nombres positifs. Du coup, on peut dire f de x est strictement supérieur à 0, puisque tout l'intervalle dans lequel f appartient ne contient que des nombres positifs. Donc, ça veut dire que f de x est strictement positif. Donc, on a géré ça, on va gérer ce qui est au milieu là. Maintenant, avant qu'on aille gérer ce qui est au milieu là, voyons voir encore s'il y a des questions. Oui, vous avez des questions? Grâce Mif 225. Non, je n'ai pas de questions. Ok. Donc, du coup, on a géré le premier intervalle, le dernier, il reste celui du milieu. Alors, nous savons que la solution alpha est quelque part entre 2 et 5. Donc, nous allons raisonner, nous allons partager cet intervalle en deux, c'est-à-dire de 2 à alpha et de alpha à 5, pour voir comment ça va se passer. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 2 à alpha, on est d'accord, puisque l'intervalle 2 alpha est inclus dans 2 à 5 et que de 2 à 5, f est strictement croissant. La personne qui vient de monter là, il y a du bruit chez vous. Hein. F est strictement croissant. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que x appartenant à l'intervalle, ça veut dire que x est inférieur à alpha. Ce qui entraîne que, vu que la fonction est strictement croissante, les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents. Donc, on peut écrire que f de x est inférieur à f de alpha. Or, f de alpha égale à quoi? Alpha est solution de l'équation f de x égale à 0. Donc, f de alpha égale à quoi? 0. Voilà, f de alpha égale à 0. F de alpha étant égal à 0, on peut alors écrire que f de x est inférieur à 0. Donc, nous venons de gérer la partie sur de 2 à alpha. Maintenant, nous allons y aller pour tout x appartenant à alpha à 5 maintenant. Appartenant à alpha à 5, f est toujours strictement croissant. F est strictement croissant. Et x
appartient à l'intervalle veut dire que x est supérieur à alpha. Si x appartient à l'intervalle alpha à 5, ça veut dire que x est supérieur à alpha. Ce qui implique que f de x serait aussi supérieur à f de alpha vu que f est positif, f est croissante. Et f de alpha égale à 0, donc f de x est supérieur à 0. Donc je viens de plier toute la question. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rassembler maintenant. Pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2, union. De moins l'infini à 2, j'ai dit que c'était négatif. Je vais prendre l'autre partie où c'est négatif encore. Et de union de quoi à quoi? De 2 à alpha. Alpha. Moins l'infini à 2, j'ai fait ça. 2 à alpha, j'ai fait ça. Ok, c'est fini. F de x est strictement inférieur à 0. Et pour tout x appartenant à quel intervalle? Et 5 à plus infini. Bon, avant 5 à plus infini, il y a alpha à 5. Alpha à 5, ouvert, union, 5 à plus infini. F de x est strictement supérieur à 0. Et c'est plié. Je viens d'étudier le signe de f comme ça et c'est fini. Maintenant, je passe à la question 7. Avant de passer à la question 7, question. Ah, monsieur, la question. Tu dis quoi? Oui, je vous écoute. Ouais, je voulais savoir au niveau de pour tout, il appartient à l'intervalle alpha, ouvert sur alpha, ouvert sur 5 là, de alpha à 5 là. On a dit F est strictement croissant. Et puis on a dit X supérieur à 1. Là-bas, là, c'est pas X supérieur ou égal. J'ai dit X supérieur. Oui. Cela veut dire que la valeur de X là, X là peut être alpha, non? Dans l'intervalle alpha à 5 là. Ça veut dire que X là peut prendre valeur de alpha ou bien peut prendre valeur de 5 même, non? Ou bien prendre un nombre dans l'intervalle là. Ou bien ça ne peut pas prendre, ça ne peut jamais prendre. Je ne te suis, attends, je ne te suis pas. Tu es où? Tu es ici? Oui. C'est ici que c'est de alpha à 5 que tu parles. Oui. C'est bien ça? C'est là-bas. Oui, c'est ça, monsieur. Oui. Maintenant, je t'écoute. Eh bien, quand on a écrit pour tout X appartient à l'intervalle alpha à 5 ouvert là, F est strictement croissant et X supérieur à 1 implique que F de X supérieur à F de alpha. C'est pas X supérieur à 1, c'est X supérieur alpha. C'est alpha qui est là, c'est pas 5, 1. C'est alpha. X supérieur à alpha là. Cela veut dire que là où on est supérieur à alpha là, on ne peut pas mettre X supérieur ou égal à alpha. Cela veut dire que X là peut prendre valeur d'alpha encore, non? Comme il est là-bas là, X là est dans l'intervalle alpha à 5 là, X là peut être alpha, non? Je n'ai pas, attends. J'ai fermé ici, ouvert ici, non? Oui. Allô? Comme j'ai ouvert ici, j'ouvre ici, c'est pas ou égal. Si j'avais fermé, j'allais fermer ici. Ok? Ok, ouais. Si j'avais mis fermé ici, j'allais mettre ou égal. Ok. Autre question. Monsieur. Question. Ok, s'il n'y a pas de question, ça implique que les gens ont compris. On va passer à la question 7. On nous demande de calculer les limites suivantes. Première limite. Limite de f de 2 moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. Donc je mets limite de f de 2 moins 1 sur x. Bon, et
limite lorsque x tend vers 2 de 1 plus f de x sur 5 moins 3 f de x. Lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure égale. Alors, je vais essayer de justifier ça. C'est dans la justification que je vais trouver mon résultat. Limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de 2 moins 1 sur x égale. Alors, lorsque je remplace la limite de 1 sur x, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, ça donne moins infini. Multiplié par le moins qui est là, ça fait plus infini. On additionne avec 2, ça fait toujours plus infini. Ça, on sait. Maintenant, la question, qu'est-ce que la limite de f de grand X donne lorsque grand X tend vers plus infini? La limite de f de grand X, f de x, lorsque x tend vers plus infini, j'ai ça ici. La limite de f de x, lorsque x tend vers plus infini, ça donne 1. Donc, c'est égal à 1. Par composition, cette limite me donne 1. Et c'est fini. Je reprends encore. On cherche la limite de f de 2 moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. On va chercher la limite de 2 moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. La limite de ça, ça donne plus infini. Et la limite de f de quelque chose lorsque la chose tend vers plus infini donne 1. Par conséquent, la limite donne 1. Je continue. Maintenant, on cherche la limite de 1 plus f de x sur 5 moins 3 f de x lorsque x tend vers 2. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher d'abord la limite. Limite de f de x lorsque x tend vers 2 égale la limite de f de x lorsque x tend vers 2. Je regarde dans le tableau. À gauche ou à droite, ça donne toujours moins infini. Égal à moins infini. Maintenant, la limite de 1 plus grand X sur 5 moins 3 grand X lorsque grand X tend vers moins infini égale. Le monombre du plus grand degré en haut, c'est X. Le monombre du plus grand degré en bas, c'est moins 3X. Après simplification de X, la limite va donner moins 1 tiers. Et par composition, la limite là donne moins 1 tiers. Donc je mets d'où la limite de 1 plus f de x sur 5 moins 3 f de x lorsque x tend vers 2 est égal à moins 1 tiers. Et c'est plié. Voilà tout. L'exercice est terminé. L'exercice est terminé. C'est terminé, ils ont donné un autre exercice. Il y a l'exercice 5 qui est probabilité. Je ne sais pas s'il faut le faire. Bon, attends. Des questions par rapport à l'exercice avant qu'on ne passe. Des questions. Des questions par rapport à ce qu'on vient de faire. Ouais, je demande là, on a calculé la limite là. Limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x, f de 2 moins 1 sur x, et limite de x tend vers 2, de 1 plus f de x sur 5 moins 3 f de x là. On a calculé limite de x tend vers 0 par valeur supérieure de 2 moins 1 sur x là. Limite de 1 sur x là ne donne pas moins infini. Limite de 1 sur x là. Ça donne, on sait que réel sur infini, ça donne 0. Attends, tiens. Ici, ça fait... c'est moins infini, pardon. C'est moins infini ici. Et du coup, ici, ça fait moins infini. Oh, vraiment. Moins infini. Ici, ça fait moins 10. C'est plutôt moins 10. C'est moins 10.
J'ai vu passer par valeur supérieure. Je vois par valeur inférieure. Pourtant, j'ai écrit par valeur supérieure. C'est par valeur supérieure. Je pensais que c'était par valeur inférieure. Attends, je vais revoir encore. Oui, oui, c'est bon, ça répond à ta question, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Merci. Je n'ai pas compris la deuxième limite. Oui. Oui, monsieur. Oui, Moi, vous disiez quoi? j'ai pas compris la deuxième partie. Là. Limite. Cette limite-là. Oui, oui. Ok. Prenons f rond g. F rond g de x, là, c'est égal à f de g de x, n'est-ce pas? Oui, oui. Si limite de g de x, lorsque x tend vers a, est égal à L, et limite de f de x, lorsque x tend vers L, est égal à M, alors limite de f rond g, lorsque x tend vers A, est égal à M. Est-ce que tu vois cette propriété-là? Ça Ouais, dit je que vois. limite de g de x lorsque x tend vers a donné L. Maintenant, si la limite de f de x lorsque x tend vers L, ça là est venu ici, ça donne M, c'est que la limite de la M. composée des deux va donner M. M. C'est bon? Ah, oui, je vois, je vois. C'est ça. Maintenant, prenons notre cas là. Nous avons une fonction qui est... Il y a du bruit chez toi, c'est chez toi le bruit est... Ah oui, c'est bon, Il y a du bruit. D'accord, t'as éteint. Ok, ok, ça. Maintenant, on a une fonction, c'est 1 plus f de x sur 5 plus 3 f de x. On se comprend? Oui, oui, je vois. Prenons une fonction g qui est égale à 1 plus x sur 5 plus 3x. Tu me suis? Oui, je vous suis. Si on dit de calculer g rond f, ça va donner quoi? C'est un calcul G en F. Ça va donner On quoi? va F. Non. Non, non. Non, attends. G de X, G comment je de quoi f, G de f de x, c'est comme ça aussi. Ah oui, comme ce qu'on voit. Voilà. G de G F de de f de X. x, c'est Oui, c'est bon. ça. Maintenant, la limite de f de x, lorsque x tend vers 2, ça donne quoi? Lorsque X tend vers 2. C'est moins infini. D'accord, donc je peux mettre ici moins infini, non? Moins infini, oui, oui. Maintenant, et la limite de g de x, lorsque x tend vers moins infini, donne quoi? C'est moins ici. X tend vers moins infini. G de x, là, voilà ça. C'est une fonction rationnelle. C'est polynôme en haut, polynôme en bas. Donc, tu prends le monôme du plus grand degré en haut et le monôme du plus grand degré en bas. Donc, ça fait quoi? Ça fait un tiers. Et Moins le moins, là, tiers. tu as mis ça. Oui, moins un tiers, s'il vous plaît. Moins un tiers, non? Oui, oui. Donc, la limite de Monsieur, G c'est moins rond... tiers, c'est moins tiers. La limite de G rond F lorsque x tend vers 2 va donner quoi au final? 2. Moins un tiers. Voilà. C'est pour ça qu'on a trouvé moins un tiers ici. Ah, d'accord, je vois. C'est une composition. Ah, je comprends Si tu veux maintenant. aussi, on appelle ça changement de variable. Ouais, je vois maintenant. Merci beaucoup. De rien. Autre question.
Il n'y a pas de questions. Ok, donc on peut continuer. L'exercice 5 maintenant. Le gérant du poste de péage de l'autoroute Grand Bassam a fait le constat suivant. 40% des usagers des petites voitures et des autres sont des véhicules poids lourds. Donc, 40% des petites voitures, 40% des usagers sont des petites voitures et les autres, des autres sont des poids lourds. Donc, 40% de petites voitures. Et les autres sont des poids lourds. Maintenant, ils disent, la société qui exploite le péage propose un abonnement qui permet aux usagers d'obtenir une réduction de 20%. Les tarifs au poste de péage sont réduction de 20%. Maintenant, ils disent les tarifs au poste de péage sont 2000 francs pour les petites voitures. Donc, 2000 pour les petites voitures. Et puis, 4000 francs pour les véhicules poids lourds. Les véhicules poids lourds. Ok, maintenant on dit 60% des conducteurs de petites voitures n'ont pas souscrit à l'abonnement et 10% des conducteurs de véhicules ont souscrit. Donc nous avons, c'est quoi tout ça là? 60% ont souscrit. On souscrit. Et puis, comment on appelle? 60% des conducteurs de petites voitures ont souscrit. Donc 60% des conducteurs de petites voitures. Les petites voitures. Bon, vraiment, hein. C'est quoi tout ça là même? Les petites voitures ont souscrit. Maintenant, 70% des grandes voitures, des conducteurs de véhicules poids lourds sont abonnés. Mais pourquoi vous mélangez les choses? Vous dites on souscrit et puis après, ok, on souscrit à l'abonnement. C'est pour mélanger les gens. Et 70% des conducteurs de poids lourds sont abonnés. Ouais, je reprends encore. Le gérant du pont de péage d'autoroute de Grand Bassam a fait le constat suivant. 40% des usagers sont des petites voitures et les autres sont des véhicules poids lourds. La société qui exploite le péage propose un abonnement qui permet aux usagers d'obtenir une réduction de 20%. Les tarifs au poste de péage sont 2000 francs CFA pour les petites voitures et 4000 francs CFA pour les véhicules poids lourds. D'autre part, 60% des conducteurs de petites voitures n'ont pas souscrit à l'abonnement. 60% des petites voitures n'ont pas souscrit à l'abonnement. Les petites voitures n'ont pas souscrit à l'abonnement. Et 70% des conducteurs de véhicules poids lourds sont abonnés. Maintenant, ils disent quoi? Au début de la journée du vendredi 18 octobre 2024, la direction de la société a fait parvenir au gérant un formulaire de renseignement en fin de journée. Parmi les rubriques de ce formulaire, il y a la somme d'argent payée en moyenne par usager et le nombre d'usagers de la journée. Le gérant, après avoir fait le point, note une recette de combien? Une recette
de 20 591 200 francs. Mais, très occupé, il a oublié qu'il a reçu le formulaire. Il a donc des difficultés pour le renseignement. Étant ton voisin de quartier, il te sollicite pour l'aider à déterminer la somme d'argent payée en moyenne par usager et le nombre d'usagers qui seraient passés au péage au cours de la journée. C'est quoi ça? En utilisant tes connaissances mathématiques au programme, réponds à la préoccupation du gérant. Voilà, fait. Donc voilà l'affaire qui est là. Attends, je vous laisse. Je vais faire quoi même? Est-ce que je vais pas... Bon, voilà l'affaire. Je laisse 1 minute et puis je vais boire de l'eau pour revenir. Ça va, c'est bon. Qu'est-ce que ça raconte même ça? Le gérant du poste de péage de l'autoroute de Grand Bassam a fait le constat suivant. 40% des usagers sont de petites voitures et les autres sont des véhicules poids lourds. La société qui exploite le péage propose un amendement qui permet aux usagers d'obtenir une réduction de 20%. Bon, écoutez, l'exercice là, je ne vois pas où je vais commencer d'abord. Hein. Donc, on va faire ça en 3e position. On va me casser la tête le soir. Donc, je ne vais pas publier ça le soir, je vais publier ça après. Je ne suis pas inspiré. Je vais relire une dernière fois pour voir si je vois quelque chose encore. Le gérant du poste de péage de l'autoroute de Grand Bassam a fait le constat suivant. 40% des usagers sont des petites voitures. Ok, essayons de traiter ça au brouillon pour voir si on va trouver une piste. Et puis bon, si ça fait chose, comment on appelle? Voilà ça. Donc déjà, je peux désigner des événements. Je vais dire par exemple, soit A. Soit A. 2 points, l'événement et l'usager est une petite voiture. Donc je mets petite voiture. Petite voiture. Donc ça veut dire que A bar serait poids lourd. Poids lourd. Maintenant, qu'est-ce que je vais désigner? Et comme on appelle S, la personne a souscrit. Souscrit. S bar serait la personne n'a pas souscrit. On va essayer d'exploiter, on va essayer de faire un arbre de choix pour voir. On a dit 40% des voitures, 40% des usagers sont des petites voitures. Déjà, lorsqu'on prend un usager, soit c'est une petite voiture, soit c'est une grande voiture, soit c'est un poids lourd. Donc ça, c'est petite voiture et ça, c'est poids lourd. Maintenant, quand on prend les petites voitures, il y a ceux qui ont souscrit S et puis il y a ceux qui n'ont pas souscrit S bar. De même, les grandes voitures, il y a ceux qui ont souscrit S et il y a ceux qui n'ont pas souscrit S bar. Maintenant, vu qu'ils disent que 40% des petites voitures, 40% sont des petites voitures, ça veut dire que lorsqu'on prend une voiture, donner la probabilité qu'elle soit petite est de 0,4. Et comme ils ont dit que les autres sont des poids lourds, c'est qu'ici, ça fait 1 moins 0,4 qui fait 0,6. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit après? Ils ont dit que les choses, comment on appelle ça? 60% des conducteurs de petites voitures n'ont pas souscrit. Donc 60% des conducteurs de petites voitures n'ont pas souscrit. Voilà les petites voitures. Et ceux qui n'ont pas souscrit sont ici. Ils sont au nombre de 60, en termes de pourcentage, en termes de proportion, c'est 60%. Donc ici,
la probabilité que la personne ne souscrive pas, sachant qu'elle est une petite voiture, est de 0,6. Donc ici, ça fait 0,4 par... Quand on fait 1 moins 0,6. De même, on dit que 70% des conducteurs de poids lourds sont abonnés. Donc ici, j'ai 0,7 et ici, j'ai 0,3. Voilà l'arbre de choix. Question par rapport à l'arbre de choix. On est au brouillon. Hein. Des questions par rapport à l'arbre de choix. Si vous avez capté l'arbre de choix, mettez OK avant qu'on avance. Si vous êtes d'accord avec l'arbre de choix, mettez OK avant qu'on continue. Monsieur, moi, j'ai pas compris où vous avez mis 0,3. J'ai pas bien compris à partir. La somme des branches d'une... La somme des probabilités d'une branche doit donner 1. Donc, tu as dit 0,3, c'est de ça là que tu parles, non? Oui, 0,3, oui. La somme des probabilités de la branche doit donner 1. Et puis ils ont dit 70% des véhicules poids lourds sont abonnés, non? Oui. Donc 70 divisé par 100, ça fait 0,7, non? Oui, c'est ça. Et 0,7 plus combien donne 1? 0,7 plus combien donne plus combien 1? ça donne? 1. Plus 30. 0,7 plus 30, ça a donné 3. 0,30. 0,30. Donc c'est pour ça que ça donne 0,3. Il voit maintenant. De la même manière ici. Ok, merci à ceux qui ont répondu. On va continuer. Maintenant, comment on appelle ce que nous allons chercher maintenant, c'est quoi? On dit... Au début de la journée, le directeur de la société a fait parvenir au gérant un formulaire à... Je vais bien ouvrir cette affaire-là. Un formulaire à renseigner en fin de journée. Parmi les rubriques de ce formulaire, il y a la somme d'argent payée en moyenne par les usagers et le nombre d'usagers de la journée. Donc, somme de l'argent payé en moyenne par les usagers et le nombre d'usagers dans la journée. Bien. Maintenant, nous cherchons, et comment on appelle, on dit que le gérant, afin d'obtenir, le gérant, après avoir fait le point, note une recette de 20 millions, blablabla. Bla, bla, bla. Mais très occupé, il a oublié qu'il a reçu le formulaire. Il a donc des difficultés pour le renseigner. Étant ton voisin de quartier, il te sollicite pour l'aider à déterminer la somme d'argent payée en moyenne par usager et le nombre d'usagers qui seraient passés au péage au cours de la journée. Voilà l'affaire. Voilà l'affaire. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Si par exemple, nous appelons X la variable aléatoire payée par chaque usager, on se comprend? Si j'appelle X la variable aléatoire de l'argent payé par chaque usager, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire que X de oméga est égal. Alors, la personne devrait payer, si elle ne s'est pas abonnée, elle devrait payer 20 000. Et pardon, si c'est une petite voiture, ça sera 2 000. Et si c'est une grande voiture, ça sera 4 000. Maintenant, si par exemple la personne, c'est une petite voiture, elle s'est abonnée, elle aura une réduction de 20%. Donc, la réduction de 20%, ça sera quoi? Donc, ça fait... Si 2000, on enlève 20% de 2000, ça fait 0,8 multiplié par 2000. Donc, la personne va payer combien? 1600. Maintenant, si la personne a payé 4000 et qu'on lui fait une réduction de 20%, qu'est-ce qu'elle va payer? Elle va payer 3200. Voilà ça.
3200. Donc, voilà l'affaire qui est là. Est-ce qu'on se comprend ici d'abord? Est-ce qu'ici, on se comprend dans les commentaires? Est-ce que dans le... Salut mon vieux, pardon, j'ai un exercice de complexe, tu peux m'aider? Tu n'as qu'à couper live là pour venir faire ton exercice ou bien? Donc, on continue. Est-ce que les gens comprennent ça? Moi, je vois. Moi, je comprends. Dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec la variable aléatoire? Dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec les valeurs prises par la variable aléatoire? J'ai juste fait le tableau de, comment on appelle le tableau, l'arbre de choix. Après avoir fait l'arbre de choix, j'ai fait, comment on appelle, désigner par ici une variable aléatoire qui représente la somme payée par chaque usager. L'usager peut être une petite voiture qui n'est pas abonnée. Dans ce cas, elle va payer 2000. Une petite voiture qui est abonnée, elle va payer 4000. Une grande voiture qui n'est pas abonnée, elle va payer 4000. Une petite voiture abonnée, elle va payer 1600. Et une grande voiture non abonnée, abonnée, elle va payer 3200. Il faudrait qu'on soit clair sur ça là d'abord. Donc, ce que je vais rechercher maintenant, c'est la loi de X. Donc, maintenant que je pense que cet exercice-là, c'est faisable. On va traiter ça en même temps, comme ça, on n'aura pas de choses à faire. Donc, pour répondre à la préoccupation du gérant, je vais me baser sur quelle leçon? La probabilité. Voilà. Pour répondre à la préoccupation du gérant, sur la leçon probabilité variable aléatoire, c'est ça, hein? Probabilité conditionnelle. Probabilité conditionnelle. Variable aléatoire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour ce faire? Qu'est-ce que je vais faire? Quel est le plan que je vais annoncer? Et suivant le plan ci-après, bon, pour répondre à la préoccupation du gérant, je vais me baser sur la leçon probabilité variable et variable aléatoire. Point. Mon raisonnement suivra le plan. Suivra. Le plan ci-après. 2 points. Alors, premier tiret, désigner par A et S les événements associés à la situation. Les différents événements. Et construire un arbre pondéré associé. Ensuite, désigner par la variable une variable aléatoire X. Désigner une variable aléatoire X associée au tarif. C'est tarif ou bien c'est pas tarif? Oui, au tarif payé Tarif, par oui. chaque usager. Usager. Chaque usager. Désigné par X, une variable aléatoire associée au tarif payé par chaque usager et déterminer la loi de X.
la loi de X, la loi de probabilité de X. Maintenant, après avoir déterminé la loi de probabilité de X, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, comment on appelle? Conclu. Et mon frère, on n'a pas conclu là, non. Hein. Conclu, non, non, parce que la préoccupation du mec, il a 20 millions et quelques, lui, il cherche à connaître la somme d'argent payée en moyenne par usager. Oui. Donc, il faut calculer l'expérience mathématique déjà. Ça correspond à l'expérience mathématique. On est d'accord? Donc, du coup, premier un autre tiret, déterminer E de X. Voilà. Donc, ça, déjà, ça répond à une partie de la, comment on appelle, de la préoccupation. À la question, somme d'argent payée en moyenne par usager, on a la réponse, ça représente l'expérience mathématique de la variable aléatoire X. Mais, le nombre d'usagers qui seraient payés, qui seraient passés au péage, ah, ok, d'accord. C'est bon. Et puis ensuite, déterminer quoi? Déterminer le nombre d'usagers, comment on appelle? Déterminer quoi? Le nombre d'usagers. Non, je ne vais pas écrire tout ça là, je vais écrire le nombre d'usagers simplement. Sinon, l'introduction serait trop lourde. Voilà, point. Donc, allons-y maintenant. Allons-y maintenant. On va dire quoi? Soit A et S, les événements respectifs suivants. Deux points. L'usager est une petite voiture. Et respiration dans nos oreilles maintenant. S. Et S serait l'événement. Et comme on appelle, S c'est l'événement. L'usager est abonné. Mais celui qui est en train de... Bon, c'est qui est en train de faire bruit là? C'est Olivier. Mais si c'est Olivier, si tu dors là, il faut descendre. Ah. Olivier, il y a du bruit chez toi. Il y a du bruit chez toi. On dirait qu'il dort. Mais faut... Ah, il a coupé. Non, c'est moi, j'ai coupé son micro. Donc, allons-y. L'usager est abonné. Alors, donc, on va construire l'arbre associé. Donc, du coup, on a la pondérée ci après. Deux points. La pondérée en question. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Et puis A bar. Ensuite, j'ai ça. S bar. S et S bar. Bien. Comme on appelle, on a dit que 40% sont des usagers, sont des petites voitures. Donc ici, c'est 0,4. C'est ça qu'ici, ça fait 0,6. Maintenant, on dit 60% des conducteurs de petites voitures n'ont pas souscrit. Donc, petites voitures, c'est ça. Ceux qui n'ont pas souscrit sont 60%, donc 0,6. Donc, c'est que 40% ont souscrit. Voilà. Maintenant, après, on dit... Et comment on appelle, et 70% des conducteurs de poids lourds sont abonnés. Donc ici, ça fait 0,7. Et du coup, ici, ça fait 0,3. J'ai fait la Vous avez oublié pondérée. le S bar. Autant pour moi. Merci. J'ai fait la pondérée. Maintenant, je vais dire
soit X, la variable aléatoire qui désigne le tarif payé par chaque usager, soit X, la variable le tarif payé par chaque usager. X de oméga égale. Donc, si la personne est une petite voiture qui est abonnée, elle va payer 200 moins 20% de 200. Pardon, 2000 moins 20% de 2000 qui va faire 1600. On se comprend, non? Oui. Et si elle est une petite voiture non abonnée, elle va payer les 2000. Si c'est une grande voiture abonnée, elle va payer 4000 moins les 20% de 4000, ce qui va faire 3200. Maintenant, si c'est une grande voiture non abonnée, elle va payer les 4000 comme tout le monde. Maintenant, nous allons chercher maintenant la probabilité associée, la loi de probabilité de X. Donc, du coup, j'ai quoi? Et comme on appelle P de X égale à 1600 est égal. Ça veut dire que le véhicule qui doit payer 1600, non seulement c'est un petit véhicule, mais c'est un petit véhicule qui est abonné. Donc, du coup, c'est P de quoi? Petit véhicule A inter abonné, c'est S. Donc, c'est P S. de A inter S. Ce qui est égal à P de S, sachant A, multiplié par P de A. Donc, du coup, ça fait 0,4 multiplié par 0,4. Donc, 0,16. Je continue. P de X égale à 2000. Si la personne doit payer 2000, ça veut dire que non seulement c'est une petite voiture, mais c'est une petite voiture qui n'a pas souscrit, donc non abonné. Donc, c'est P de A inter S bar. Ce qui est égal à P de S bar, sachant A, multiplié par P de A au calama. Ce qui est égal 0,6 multiplié par 0,4. 0,24. Voilà, on continue. La probabilité que la personne paye 3200, ça veut dire que c'est un grand véhicule, un véhicule poids lourd, mais qui est abonné. Donc, c'est P de A bar inter S, ce qui est égal à P de S, sachant A bar fois P de A bar. J'espère qu'on se comprend. Celui qui dit c'est faux qu'il y a une erreur là, il raconte quoi? S'il y a une erreur, il faut venir, tu vas relever, on va voir. Où est l'erreur? Donc, je continue. Qu'est-ce que ça fait? P de S sachant A bar, donc S sachant A bar c'est 0,3 multiplié par P de A bar qui fait 0,6. Ça me fait 0,18. Maintenant, P de X égale à 4000. Pour que la personne 4 paye 4000, il faudrait que la personne, comme on appelle, soit une grande voiture mais non abonnée. Donc, c'est P de A bar inter S bar, ce qui est égal à P de S bar, sachant A bar fois P de A bar, ce qui est égal 0,3. C'est 0,7 ici. Je me suis trompé. P de S sachant A bar 0,7 fois 0, c'est ici, c'est 0,7. 0,7 fois 0,6 égale 0,42. 42. Voilà.
B de S égale à 3000. A bar inter S, donc 0,7 fois 0,6, ça fait 0,42. Maintenant, pour 4000, ça inter ça égale à 0, voilà, fois 0,6, ce qui est égal à 0,18. Ok, maintenant qu'on a fini, faisons la somme des probabilités pour voir si ça donne 1. 0,16 plus 0,24 plus 0,42 plus 0,18 égale à 1, donc c'est carré. Donc je mets loi de x. J'ai x et j'ai p ici. J'ai 1600. J'ai 2000. Après, j'ai 3200. Et après, j'ai 4000. 1600, ça fait 0,16. 2000, ça fait 0,24. 3200, ça fait 0,42. Et puis 4000, ça fait 0,18. Voilà la loi des probabilités. La loi des probabilités. Maintenant, après avoir trouvé la loi des probabilités, on peut calculer l'espérance mathématique de x. Et celui qui vient de monter là, tu as monté pour lui poser une question ou bien c'est pourquoi? Vous avez une question? Miezan, vous avez une question? Miezan, vous avez une question? Vous avez une question? Voilà, nous avons trouvé la loi de x. Après avoir trouvé la loi de x, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons calculer E de x. Donc E de x égale E de x égale somme de x, i, p, i. Il y a écho chez toi, il y a écho chez toi, il y a écho chez toi. Égale 1600 fois 0,16 plus 2000 fois 0,24 plus 3200 fois 0,42 plus 4000 fois 0,18, ce qui est égal 1600 fois 0,16 plus 2000 fois 0,24 plus 3200 fois 0,42. Ça me fait 20 080. Donc E de x égale à 2080. Mais je vais recalculer encore. 1600 fois 0,16 plus 2000 fois 0,24 plus 3200 fois 0,42 plus 4000 fois 0,18 égale. Ah, ok. C'est plutôt... Je reprends encore. Voici 1600 fois 0,16 plus 2000 fois 0,24
plus 3200 fois 0,42 plus 4000 fois 0,18 égale, c'est 2800. Voilà, c'est 2800. Donc, la somme moyenne payée par chaque usager, c'est 2800. C'est 2800. Maintenant, on peut alors, à travers ça, déterminer le nombre d'usagers. Le nombre d'usagers. Le nombre d'usagers au total. Bien. En utilisant tes connaissances par usage, détermine le nombre payé. La question, c'est quoi déjà? Au début de la journée du vendredi, le directeur de la société fait parvenir au gérant un formulaire à renseignement en fin de journée. Parmi les rubriques de ce formulaire, il y a la somme d'argent payée en moyenne par usager et le nombre d'usagers de la journée. Donc, puisqu'on connaît la somme payée en moyenne par usager, c'est 2800 et on connaît sa recette. Sa recette, c'est 20 millions. C'est 20 millions 591 200. Donc, il faut prendre les 20 millions 591 000 divisé par le nombre, par la somme payée en moyenne par usager. Donc, j'ai 20 millions 591 200 sur 2800. Ce qui permet d'avoir combien? On va voir le nombre d'usagers. 20 millions 591 200 sur 2800. Donc, ça fait 7354 usagers. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais écrire que 20 591 200 sur 2800 égale 7354. Maintenant, en conclusion, c'est qu'est-ce qu'on va dire? Conclusion, qu'est-ce qu'on a? Chaque usager paie en moyenne. Chaque usager paie en moyenne 2800. Et le nombre d'usagers dans la journée est de 7354 personnes. Voilà, et c'est fini. Voilà la question, voilà tout. Maintenant, rubrique question maintenant. Rubrique question. Question par rapport à ce qu'on vient de faire. Question. Question par rapport à la résolution de l'exercice de probabilité. Moi, je n'ai pas compris l'autre question. Quelle question? Bon, essayez de tourner la feuille, s'il vous plaît. Ah, les calculs que vous avez fait ici. Ouais. Vous n'avez pas compris ça là? Oui. Vous avez compris l'arbre là? Oui, j'ai compris l'arbre. Maintenant, vous avez compris les valeurs prises par la variable aléatoire X. Oui, j'ai compris ça. Maintenant, vous n'avez pas compris comment on a fait ça là? Oui, c'est ça. Maintenant, la probabilité que la variable aléatoire X soit égale à 1600, ça correspond à la probabilité que la personne... Non, il y a du bruit chez vous. Hein. Est-ce que vous ne pouvez pas vous déplacer ou Bon, j'avais porté écouteur, c'est faire quelque chose? Parce que là, ça ne va pas.
Tu vois qu'il y a écho, non? Oui, Non, les écouteurs sont déchargés. oui, c'est ça. Vous êtes sur haut-parleur, c'est ça? Vous êtes sur haut-parleur, non? Oui, il a activé le micro. Ça serait compliqué. Je Vous sais entendez encore. proprement? Je disais que je t'entends, mais ok, ça a cessé. La probabilité que la variable aléatoire, que la variable aléatoire x soit égale à 1600 correspond à la probabilité qu'un usager paye 1600. Est-ce que tu comprends? Oui, oui, comment ça? Pour pouvoir payer 1600, il faut être un usager de petits véhicules et il faut avoir souscrit à l'abonnement. Je Est-ce vois. que tu es d'accord? Oui, Parce que si tu es petit véhicule, tu dois payer 2000. Maintenant, si tu as souscrit à l'abonnement, on va enlever 20% de 2000. Du coup, tu vas payer 1600. Pour 1600. appartenir à la catégorie des 1600, il faut appartenir à l'ensemble A inter S, c'est-à-dire petit véhicule qui a souscrit. C'est pour ça que j'ai mis P de A inter S. Est-ce que ça, là, tu comprends? Je vois. Oui, je vois. A, Donc, là, c'est on a fait 0,4 A, c'est petit. A et puis S. 0,4 fois 0,4. Voilà. Parce que c'est P de S sachant A multiplié par P de A d'après la formule du cours. Oui, c'est ça. Donc, ça fait 0,4 fois 0,4, ce qui fait 0,16. 0,16. Ah oui. Il en est de même pour les autres. Ok, X égale à 2000. Pour X, c'est pour payer 2000, il faut être un petit véhicule non abonné. C'est-à-dire A inter S bar. Oui. Voilà. Des questions. Donc, ça fait... Si c'est bon. Oui, je t'écoute. Hein. Oui, je vois. Je comprends maintenant. Je comprends. Ok. Ok, enfin. Des questions dans les commentaires, c'est comment? C'est bon dans les commentaires? Bon, comme les gens ne réagissent pas dans les commentaires, ça veut dire qu'ils ont compris et il n'y a pas beaucoup d'interaction. Donc, il reste encore 3 exercices. Je pense qu'il est préférable qu'on coupe le live et qu'on se retrouve un autre show pour la suite. Donc, cet exercice-là, l'exercice qu'on vient de faire là, nous allons, comment on appelle, publier ça. Ou bien on va attendre qu'on finisse les deux là avant de publier. Donc, merci pour votre attention. Bonne nuit à chacun d'entre vous. J'espère que vous avez appris quelque chose. À demain soir. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Et bonne nuit à vous. Merci.